Je peux dire ouvertement qu'Ahmed Sharaï travaille aujourd'hui pour la JED. Cette dernière fois, c'est parce que j'étais accusé de m'être vanté, d'avoir été... L'action de vantardise existe dans le Code civil espagnol, c'est une réminiscence médiévale, mais elle existe encore, de m'être vanté d'avoir été espionné avec Pegasus. Il est vrai que Forbidden Stories, quand ils ont sorti leur grande enquête au mois de juillet 2021, me citait comme étant un objectif du Maroc, et un peu avant, le 20 juin 2021, j'ai eu la mauvaise surprise de lire sur Maroc Diplomatique, sous la plume de Hassan Alaoui, un article où il reprenait deux de mes WhatsApp échangés en mai 2021 avec des membres du gouvernement espagnol au sujet de la crise de Ceuta, donc l'entrée massive d'immigrés irréguliers dans la ville de Ceuta. Donc, à partir de là, effectivement, j'ai dit que j'étais un objectif des services marocains, et ça a mis longtemps parce qu'il a fallu attendre juillet 2022 pour que le Royaume du Maroc me traîne en justice pour la 4e fois. Le procès s'est déroulé le 13 janvier à Madrid, 13 janvier dernier, et le verdict m'absout complètement et rejette donc la plainte du Royaume du Maroc et condamne le Royaume à payer les frais de justice, chose qu'à mon avis il ne fera pas parce qu'il va invoquer probablement l'immunité diplomatique. En tout cas, ce qu'a annoncé l'avocat du Maroc, du Royaume du Maroc en Espagne, c'est qu'il va faire appel. Comme ils ont fait également appel en France contre le rejet de leur plainte en l'automne 2021 contre Amnesty International en France, Le Monde, Radio France, L'Humanité et Mediapart. Mais en France, ils leur ont intenté de faire un procès en diffamation. En Espagne, ils n'ont pas intenté cette voie-là, ils ont fait appel à cette espèce de réminiscence médiévale qui s'appelle l'action de vantardise. Et je m'étais vanté donc d'avoir été espionné avec Pegasus. Ils ont perdu le procès, ils vont apparemment faire appel. Juste un petit détail avant de conclure, donc c'est la 4e fois. Les 2 premières fois c'était au pénal pour apologie du terrorisme, il n'y a pas eu de procès. Ensuite c'est Ahmed Sharaï pour diffamation, il a perdu son procès. Donc je peux dire ouvertement qu'Ahmed Sharaï travaille aujourd'hui pour la JED, est un espion de la JED. Je l'ai écrit, il a perdu son procès, donc j'ai le droit de le dire. Et là maintenant c'est action de vantardise. Et juste une petite parenthèse pour finir. Il y a quand même des choses qui, moi, m'étonneront toujours de la part du Royaume, je n'arriverai jamais à comprendre. Ils ont choisi un avocat qui est connu dans le barreau de Madrid, qui a été dans les années 90 l'avocat du général Pinochet, qui a été l'avocat de Mansur Alcázar, qui est, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais qui était un grand trafiquant d'armes, qui s'est installé en Espagne, qui a été accusé de beaucoup de choses et qui finalement a été extradé aux États-Unis. Aujourd'hui, il accomplit une peine de prison de 30 ans dans une prison de New York où il va probablement mourir, puisqu'il a été condamné, puisqu'il a déjà 73 ou 74 ans, donc je présume que d'ici 25 ans, il ne sera plus en vie. Et il a été aussi l'avocat du commissaire espagnol Villarejo, qui est un commissaire véreux, corrompu, etc. Je pense que barreau de Madrid, il y aurait eu certainement d'autres avocats qui, je crois que le Royaume du Maroc paye bien les avocats, il y a eu d'autres avocats disposés à faire cette tâche. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi cet avocat. C'est quelque chose qui me dépasse, parce que déjà, l'apparition de cet avocat crée un préjugé négatif contre ceux qui viennent porter plainte contre moi. Je travaille depuis longtemps sur le Maghreb et plus spécialement sur le Maroc, qui est un pays très important pour l'Espagne. Je dirais qu'en matière de politique étrangère, sans exagérer, c'est sans doute le pays le plus important pour l'Espagne. Alors, je voulais vous remercier pour cette invitation aux députés du Parlement européen et aux amis marocains qui m'ont invité aussi à venir ici. Et puis je voulais aussi exprimer un peu ma satisfaction, même ma joie, parce que je me retrouve ici à côté de Fatiha, la mère d'Omar, et de Houd, l'épouse de Suleiman. Donc pour moi c'est quand même une joie d'être ici assis à table avec vous et d'avoir des nouvelles de votre mari et de votre fils qui sont en prison, qui sont injustement en prison.
Voilà, il a fallu plus d'un quart de siècle pour que finalement le Parlement européen approuve une résolution concernant les droits de l'homme au Maroc, mentionne le cas de 3 journalistes et de Nazer Zazafi, le leader de la rébellion très pacifique du Rif. Ce fut le cas le 19 janvier. Il y avait une autre résolution en chemin, celle du 10 juin 2021, que certains assimilent rapidement aux droits de l'homme, mais qui n'a rien à voir en fait avec les droits de l'homme. C'est une résolution d'appui, de soutien à l'Espagne, suite à l'entrée massive d'immigrés irréguliers dans la ville de Ceuta, à peu près 10 000 ou 11 000 en l'espace de 48 heures, dont 20% de mineurs. Et là, il y a eu effectivement une résolution du Parlement européen, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle concernait les droits de l'homme. La résolution sur les droits de l'homme, c'est vraiment celle du 19 janvier. Je dirais qu'en règle générale, les institutions européennes, le Parlement européen, n'ont jamais montré un grand souci vis-à-vis des droits de l'homme dans les pays du Maghreb. Et cela marque un certain contraste avec le souci que les institutions européennes et le Parlement ont pu montrer envers d'autres régions du monde qui pourtant sont plus éloignées que l'Europe. Et quand je dis le Parlement, c'est aussi les États membres. Je prendrai l'exemple de l'Espagne qui, sous gouvernement socialiste, s'est souvent soucié de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On a des cas très récents sur le Nicaragua, de solidarité, la concession de la nationalité aux opposants expulsés du Nicaragua, le Venezuela, et même dans le monde islamique, on a vu des réactions de solidarité ou d'appui aux femmes en Iran de la part du gouvernement espagnol, mais en ce qui concerne le Maghreb, et plus particulièrement en ce qui concerne le Maroc, un grand silence. Il en est même évidemment en ce qui concerne la France. Donc je dirais qu'il y a, grosso modo, une politique de 2 poids, 2 mesures. Alors le premier accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne remonte à... la première version de l'accord d'association remonte à 1995 et il y a un article, l'article numéro 2 de cet accord nous parle entre autres du respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme qui constituent un élément essentiel de l'accord. Il prévoit d'ailleurs, cet accord, la mise en place d'un dialogue politique entre les parties qui portera notamment sur les droits de l'homme. Et il stipule également que tout manquement aux obligations contenues dans le texte, c'est-à-dire la violation des droits de l'homme, peut entraîner une série de mesures, allant même, dans certains cas, jusqu'à la suspension de l'accord en termes d'une procédure que l'accord lui-même prévoit. À l'article 90 de l'accord le prévoit. Le Parlement européen a joué un rôle moteur, un rôle très important, déjà en 1983, donc ça remonte presque à la nuit des temps. Il a invité la Commission à élaborer des propositions en vue d'inscrire des considérations relatives aux droits de l'homme dans le cadre des relations extérieures et les politiques de développement de ce qui était à l'époque la Communauté européenne, et qui par la suite est devenue l'Union européenne. Et puis, par la suite, on a finalement introduit cette clause des droits de l'homme dans les accords, notamment dans l'accord avec le Maroc. Ça a été l'un des premiers pays avec qui cette clause a été incluse dans les accords. Alors, j'ai eu comme journaliste l'occasion à plusieurs reprises de lire les procès-verbaux qui ne sont pas publics des réunions, des conseils d'association, cela s'appelle ainsi, que tiennent en principe une fois par an le ministre marocain des Affaires étrangères et la présidence de l'Union européenne, la Commission, et puis 3 États membres qui vont se tourner. Et j'ai eu l'occasion de lire certains de ces procès-verbaux. Je les ai même publiés en partie dans un livre, et l'on constate qu'on ne parle jamais des droits de l'homme. Même si c'est, j'insiste, l'article numéro 2 de l'accord d'association, les droits de l'homme dans ces conseils d'association ne sont pas évoqués. Ils sont évoqués dans les réunions préparatoires que tient la Commission européenne et les États membres, des réunions d'association. C'est-à-dire quand on se réunit entre Européens
avant de discuter avec le partenaire marocain ou le partenaire algérien ou le partenaire israélien. Et là, ils sont évoqués entre Européens. Et il y a parfois des pays qui, comme la Suède ou comme l'Irlande, les Pays-Bas aussi, même parfois dans certains cas, qui évoquent la situation des droits de l'homme au Maroc, mais et qui disent il faut en parler quand on se réunira avec notre collègue marocain. Mais il y a toujours deux États membres, certains, parfois il y en a d'autres qui s'ajoutent, mais il y a deux États membres qui disent non, non, les choses vont bien, l'évolution est positive, et ce n'est pas la peine d'évoquer ce sujet. Ces deux États membres, vous les connaissez, il s'agit de la France et de l'Espagne, qui soient gouvernés à droite ou à gauche, c'est toujours la même chose. On ne va pas débattre au Conseil d'association avec le Maroc des droits de l'homme. Et pourtant, la situation des droits de l'homme, je dirais que s'est détériorée ces dernières années au Maroc, malgré le fait que le Maroc jouit depuis le 1er juillet 2011 d'une nouvelle constitution adoptée par référendum et qui consacre notamment les droits de l'homme reconnus universellement. Mais tout cela, c'est de la théorie et ça ne se met pas trop en pratique. J'aurais plein d'exemples à vous citer sur ce que j'appelle la détérioration des droits de l'homme ou la détérioration des libertés au Maroc. Enfin, le catalogue est très très long tout autour de ces dernières années. Je rappellerai simplement que quand le roi Mohamed VI est arrivé sur le trône, il n'y avait pas à ce moment-là de journalistes emprisonnés. Le premier a été en 2003 à l'île Mrabet, donc il s'est quand même écoulé 4 ans. Aujourd'hui, ils sont trois journalistes réputés emprisonnés. Et puis à cela, il faut ajouter des blogueurs, une jeune femme qui avait écrit sur Facebook, des youtubeurs, etc. Et alors, il y a quand même, dans cette évolution vers le pire, des choses importantes à signaler. D'une part, qui ne se produisaient pas dans le temps. D'une part, il y a que les journalistes sont là pour des délits sexuels ou des supposés délits sexuels, et accuser les journalistes de délits sexuels, c'est évidemment compliquer leur défense. Compliquer leur défense vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de l'Europe, parce que vis-à-vis des ONG qui s'occupent des droits de l'homme, parce que les autorités marocaines répondent, mais ils ne sont pas là pour leurs écrits, ils ne sont pas là pour ce qu'ils ont dit, ils sont là pour des délits, pour avoir commis des délits sexuels. Nous savons tous que c'est faux, mais c'est un argument. Moi, j'ai rencontré les députés européens, les députés espagnols, qui me disent mais non, enfin c'est des pervers sexuels, ils doivent être en prison pour cela, et c'est pas parce qu'ils ont écrit. Non, ne vous trompez pas, nous savons tous que l'aspect sexuel n'est vraiment le supposé délit sexuel n'est vraiment qu'un prétexte. Ça, c'est l'une des nouveautés, les accusations d'ordre sexuel. L'autre des nouveautés, c'est le harcèlement des médias, et plus particulièrement, vous en parliez, de Chouf TV, mais il y a Barlaman aussi, etc. Mais enfin, je crois qu'en matière de médias, Chouf TV détient absolument tous les records. C'est vraiment le média qui harcèle. Et moi, j'ai constaté que cela peut avoir un impact négatif sur des personnes de bonne foi au Maroc qui ne sont pas trop renseignées sur ce qui se passe en matière de politique, et puis tout d'un coup, elles pensent que leur voisin ou leur collègue de leur collègue à l'université, leur ami à l'université, est finalement aussi un pervers sexuel, parce qu'ils regardent tous Chouf TV et qu'ils croient les inventions et les mensonges de Chouf TV. Mais enfin, il n'y a pas que Chouf TV, j'insiste, mais c'est important de signaler quand même cette utilisation des médias. Alors, en matière de conseil d'association et de droits de l'homme, le Maroc n'est pas une exception. Je voudrais quand même, parce qu'ensuite, je sais que du côté de Rabat ou de Casablanca, on va me dire non, vous ne faites que taper sur le Maroc, alors que, non, je dis qu'il y a beaucoup d'autres pays, malheureusement, y compris en Afrique du Nord, qui sont sur la mauvaise voie en matière des droits de l'homme. Bien entendu, l'Algérie, l'Égypte et malheureusement, très malheureusement, je le dis avec un grand regret, la Tunisie, sur laquelle nous avions fondé à un moment donné tant d'espoir peu après le début du printemps arabe. En fait, aucun accord avec un pays tiers n'a jamais été suspendu pour les droits de l'homme, parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme. Il y a juste une exception partielle, d'une suspension partielle en 2005 avec l'Ouzbékistan, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Alors, je crois qu'il y a quand même du côté du Parlement européen
des choses importantes à faire. Il faut quand même que le Parlement pousse la Commission et plus concrètement le service extérieur à faire une évaluation régulière de l'évolution des droits de l'homme dans les pays qui ont signé des accords d'association avec l'Union et qui contiennent une clause de droits de l'homme. D'ailleurs, la plupart des pays, aujourd'hui, ont signé des accords qui contiennent une clause de droits de l'homme. Donc, ça nous donne, nous, Européens, institutions européennes, un certain droit de regard sur l'évolution des droits de l'homme dans ces pays, comme ces pays ont effectivement aussi, parfois on le voit revendiquer dans la presse marocaine, un droit de regard sur ce qui se passe chez nous. J'ai vu des critiques très dures dans la presse marocaine vis-à-vis de la répression des forces de l'ordre françaises dans le temps, les gilets jaunes, et aujourd'hui contre ceux qui sont contre la réforme de la retraite proposée par le président Macron. Si le département d'État américain se permet de faire une évaluation sur les droits de l'homme dans beaucoup de pays, je ne vois une évaluation qui me semble très intéressante et qui, je crois, frappe les esprits au Maroc et dans d'autres pays. Il me semble important que les institutions européennes le fassent. Et si la Commission et le service extérieur ne veulent pas le faire, je crois que le Parlement lui-même peut essayer de mettre un tel mécanisme en place, de faire une évaluation. Nous avons les accords de droits de l'homme, ils doivent quand même servir à quelque chose, ces accords de droits de l'homme. Et je dis pas seulement avec le Maroc, avec beaucoup d'autres pays aussi, à commencer par le voisin algérien. Alors, pour conclure, je voudrais quand même souligner à quel point cette résolution du 19 janvier a eu un énorme impact au Maroc. On voit la réaction furibonde des institutions marocaines, de la presse marocaine et des institutions, à commencer par le Parlement. Et derrière cette réaction furibonde, il y a quand même des gens qui se posent des questions, des gens qui ne sont pas forcément des opposants, la bourgeoisie de Casablanca, etc. Ils se posent des questions, ils se disent pourquoi est-ce qu'on nous signale depuis Bruxelles? C'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne doit pas fonctionner parfaitement dans notre pays. Donc je crois que c'est vraiment très utile, non seulement comme geste solidaire vis-à-vis de ceux qui sont emprisonnés ou qui sont harcelés par les autorités marocaines. Je crois que ça a un impact sur la société marocaine et ça fait quand même réfléchir les Marocains qui ne s'informent pas, heureusement d'ailleurs, uniquement à travers les médias marocains, qui aujourd'hui disent à tous à peu près la même chose. C'est quelque chose qui, moi, comme journaliste, m'embête énormément. Il fut un temps où il y avait des choses à lire au Maroc, des médias intéressants. Aujourd'hui, c'est tellement uniforme que je dirais qu'il n'y a plus grand-chose d'intéressant depuis ce qui se fait au Maroc. Il y a des choses qui se font à l'étranger qui sont intéressantes, mais au Maroc, malheureusement, il n'y a plus rien d'intéressant à lire. Je dirais que malheureusement, c'est aussi la même chose en Algérie. C'est un pays que je suis de près. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais que pour le Parlement européen, pour nos amis députés, il est important quand même que les autorités marocaines, le Marzen, ne puissent pas dire tout le temps ils sont infiltrés par l'Algérie, ils sont aux ordres de l'Algérie. C'est les généraux algériens qui ont imposé cette résolution, ou Macron. C'est les versions que l'on a vues souvent dans la presse algérienne. Donc, de temps en temps, il faut quand même rappeler que l'Algérie ne fait pas mieux en matière de droits de l'homme que le Maroc, loin de là. Là-bas aussi, chez votre grand voisin, l'Algérie, la situation en matière de liberté de presse et en matière des droits de l'homme, malheureusement, se détériore. Et elle a été, en matière de liberté de presse, presse écrite uniquement, bien meilleure qu'au Maroc pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et la preuve, c'est le procès qui aura lieu le 26 mars à Alger du journaliste Hissan El-Kadi, qui était l'un des rares encore à essayer d'exercer un journalisme libre et indépendant. Il avait une Radio M, qui a été fermée. Il est en prison depuis 3 mois et demi et je crains bien qu'il sera en prison pour encore très longtemps. Alors on attend de nouvelles résolutions comme celle du 19 janvier, mais aussi n'oubliez pas les voisins, c'est important parce que malheureusement le Maghreb va dans son ensemble et sur le mauvais chemin en ce qui concerne les libertés démocratiques. Merci.